Quand j'étais petit, je voulais être volcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Quand j'ai découvert Sabrina, j'ai tout de suite eu envie de la rencontrer. Écouter son parcours, sa vision, sa liberté. Avec son entreprise Brainboxing, elle accompagne en fusionnant boxe et coaching. Bienvenue donc dans cet épisode où nous parlons du ring et de la vie. Je tiens, avant cela, à remercier chaleureusement mes deux entraîneurs. Aurélien, tout d'abord, qui m'a fait découvrir que, bien plus qu'un combat, qu'une technique, la boxe est un jeu d'échecs, noble et raffiné, dans le cœur. Franck, avec tes grosses pattes d'ours imprégnées de ta sensibilité, tu m'as appris à regarder dans les yeux, à chercher le corps à corps et à assumer ma puissance. Pour cela, tous les deux, je vous remercie. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'accueille Sabrina De Souza de Brainboxing. Et j'aime beaucoup ce slogan, on pourrait appeler ça un slogan qui résumerait ta mission, Sabrina. C'est sur le ring comme dans la vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Moi, je serais curieuse avant de savoir comment tu l'interprètes d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a plusieurs possibilités d'interpréter cette phrase. Eh bien, pour être disciple de la boxe depuis quelques mois, je dirais que la manière dont on boxe reflète la manière dont on est dans la vie. Et que la lecture du corps est une excellente entrée pour décrypter la façon dont on agit dans la vie et du coup pour comment avec la boxe finalement on peut élargir notre marge de manœuvre de changement et de transformation. Waouh, tu le dis mieux que moi. Voilà, tu peux le prendre pour la prochaine fois. Ok, bon mais voilà, tu l'as bien pitché. Exactement. Bon, moi c'est ma grille de lecture. C'est ma grille de lecture, la boxe, puisque c'est ma pratique depuis fort longtemps. Et en effet, j'ai découvert par pas mal de... je sais pas, d'expériences de vie en tout cas, qu'en effet, ça en disait long sur l'énergie dans laquelle on se trouvait, sur notre comportement, sur les émotions qui nous traversent, voilà, ce qui nous limite, nos ressources, ce qui nous déclenche. Et qu'on pouvait en effet à travers le corps aussi, comme tu l'as très bien dit, du coup que c'était aussi malléable. Et que finalement, ce qui se joue là sur le ring comme dans la vie avec Brainboxing, c'est que la boxe devient un prétexte situationnel pour mieux comprendre ses réactions dans la vie et peut-être les accepter et puis essayer de faire différemment si c'est utile, quoi. J'aime beaucoup le logo de Brainboxing et après on va aller un petit peu plus en détail sur ta méthode, parce que c'est vraiment une méthode. C'est un cœur divisé avec un cerveau et un gant de boxe. Et moi j'aime beaucoup le fait que ça soit un cœur. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur ce logo ? Déjà, ce que je peux dire, c'est que j'étais vraiment très toquée. Ce logo, je l'avais en tête, il était précis, je le voyais parfaitement.
Et je remercie encore les amis collègues qui ont travaillé avec moi dessus parce qu'ils ont été une ressource incroyable. Il est magnifique ce logo. Parce que je voulais ça et pas autre chose, et jusqu'à ce que quelqu'un le comprenne et fasse exactement ce que j'avais dans la tête. Donc voilà, petite parenthèse, merci Antonin qui a finalisé avec brio ce logo. Qu'est-ce dédié Antonin? Pourquoi? Parce que justement la découverte pour moi de la puissance de la boxe telle que j'essaie de l'utiliser en tout cas aujourd'hui, c'est un truc qui vient du cœur. Et pourquoi alors le gant de boxe on a compris, le sport, le cerveau on a compris aussi, on vient essayer de travailler ses mécanismes, sa structure, et le cœur parce que c'est qui on est, et on vient travailler aussi beaucoup l'estime de soi. Donc c'était le cœur parce que moi c'est cœur sur ça, parce que c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce qui m'anime, donc c'est un peu mon cœur à moi peut-être, j'en sais rien. Et le cœur parce que on vient travailler aussi l'émotionnel, et du coup c'était la partie émotionnelle aussi qui est évoquée avec la forme de cœur, quoi. L'a priori qu'on pourrait avoir quand on ne connaît pas la boxe, qui était le mien avant que je commence, c'est que finalement on vient pour taper, et techniquement on vient maîtriser techniquement un adversaire, tu vois, et ça s'arrête là finalement. Là où ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement on boxe avec le cœur. On boxe avec le cœur, et en tout cas dans Brain Boxing, parce que nous ne sommes pas dans une salle de boxe, donc en effet je fais des pas de côté avec ce qu'on peut trouver dans une salle de boxe. Il n'y a pas d'adversaire, on est vraiment tous des partenaires, et il n'y a pas de notion si on tape sur le sac, on exprime ses émotions et tout ça, évidemment ça reste un espace où on est autorisé à se libérer, oui, à exploser, etc. La violence est légitimée d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui, elle est autorisée, la violence physique autorisée, mais l'intention de violence ne l'est pas. Et c'est peut-être Merci là où pour la nuance. on trouve la différence. Et d'ailleurs dans la méthodologie justement, peut-être que je le dis un petit peu en avance, mais puisque tout se joue beaucoup dans le symbole, dans la symbolique et la métaphore, c'est vraiment ça qui est utilisé à 90% dans les séances. Je pars toujours du principe que le fait de venir toucher son partenaire, c'est communiquer avec lui. Donc on est dans quelque chose, en tout cas Brain Boxing c'est comme ça que je l'envisage. On ne frappe pas son adversaire, et au contraire, si on se touche finalement, c'est une sorte de conversation qu'on a avec la personne en face. Alors ça peut être une conversation houleuse, je dis pas le contraire, mais c'est une conversation. C'est une interaction plus qu'une confrontation. Ouais, pas de notion de confrontation. Et toute cette subtilité dans l'approche de ce sport, donc tu l'abordes dans Brain Boxing. Peut-être tu peux nous donner l'origine de Brain Boxing. Comment c'est arrivé? Comment t'es arrivé là? Ouais, j'essaie de faire la version courte. Ah bah non, alors là, non. On a du temps, chers auditeurs. Installez-vous confortablement. Okay. On a la version longue aujourd'hui. La version longue, fin de vingtaine, je suis gestionnaire de projet dans une collectivité locale, territoriale, publique, voilà. J'ai un job pas très intéressant en soi, mais bon, le système, lui, je crois, ne me convient absolument pas. Je suis en mesure de le dire aujourd'hui, je suis pas sûre que j'en avais conscience sur le moment. En tout cas, un jour, je pète un câble et je finis. Je m'en vais. Mais je m'en vais sans plan B, juste, je m'en vais. Tu quick? Tu démissionnes? Ouais. Alors je négocie une rupture conventionnelle quand même, qui je pense était la première de cette structure, puisque bon, quand même on est bien quand on est en collectivité, donc personne dans un milieu rural qui plus est, donc en fait je crois que personne n'avait jamais demandé ça, parce que tout le monde était bien garé là où il était. Bref, ouais, donc je m'en vais sans plan B, quoi, clairement. C'est un peu impulsif, je l'admets, mais bon, j'ai aucun regret aujourd'hui. Bon, il s'avère que j'avais fait ce qu'on appelle un bore-out. Ok. Pareil, je l'ai su plus ou moins c'est par quand la suite. On s'ennuie tellement dans son travail qu'on en arrive à déprimer, en fait, c'est ça? Ouais, un petit peu. J'étais un peu paralysée. Je pense qu'il y a plein de choses qui... Ouais, ce système n'était pas fait pour moi. Okay. Et voilà, et j'ai eu un espèce de paralysie, là, et qui, en forme d'impulsivité, c'est manifesté par je me lève, je m'en souviendrai toute ma vie, je me lève, je regarde ma collègue qui est toujours mon amie aujourd'hui, encore un coucou Marie, et je lui dis là, stop. Et je me lève et je décide de prendre rendez-vous avec le N+48 dans ce genre de structure pour dire que je m'en vais. Bref, tout ça pour dire, après, je ne sais que faire de ma vie.
Mais j'approchais de la trentaine et j'engageais personne avec moi dans ce... Enfin voilà, écoute, prends le temps et vois ce dont tu as vraiment envie. Donc je fais ce que je sais faire de mieux, je m'entraîne quoi à la boxe, voilà. Tu as commencé à quel âge la boxe? À 14 ans, donc pas si jeune non plus. À 14 Ok. ans. Et là je m'entraîne pas mal, puisqu'en plus il s'avère que mon amoureux de l'époque était un boxeur professionnel, donc bref, je m'entraîne avec lui parce que finalement j'ai le temps, voilà. Et j'ai l'opportunité, parce qu'en plus de la salle de boxe, on s'entraînait dans une salle de sport, de musculation, mais qui a des espaces boxe. Et c'était les premières salles qui proposaient ça à l'époque. Et il s'avère que du coup la nana de la salle me dit mais j'aimerais trop que tu donnes un cours de boxe. Le coach précédent était parti, et puis elle nous voyait nous entraîner. Elle fait franchement ça serait trop bien que ce soit une fille, je pense qu'avec ta personnalité ça peut être bien, etc. Bon, ok. Donc je crée ce cours. Et alors c'est pareil, c'est avec le recul, je me rends compte, tous les gens qui viennent à ce cours sont clairement la plupart, on va dire, sont des personnes qui ne seraient jamais allées à la salle de boxe. Mais pour des raisons, je sais pas, parce qu'ils me voyaient m'entraîner et en même temps ils connaissaient ma personnalité. Je pense que ça les a mis en confiance et ils se sont dit, tiens, ouais, vas-y, je vais tester. Groupe hyper hétérogène, on n'est pas du tout sur un public des personnes qui consomment la boxe anglaise en salle de boxe anglaise. Hétérogène, ça veut dire homme, femme, de tous Homme, âges. femme, intergénération, exactement. Ouais, je pourrais pas faire une cible unique. Enfin voilà, en tout cas sur ce groupe-là, je trouvais que c'était vraiment très hétérogène. Et voilà, et c'est super. Et ça se passe très très bien. Donc déjà, je me rends compte, j'entraînais déjà bénévolement un peu les enfants, etc. Mais là, pour le coup, ça devient vraiment régulier. Et je me rends compte que, bien sûr, j'adore transmettre ma passion. Bon, je pense que je le savais déjà, mais là, Tu le vis. Je le vis un peu plus. Je me dis, waouh, j'adore. Donc il faut que je trouve un truc avec ça. Et puis, naturellement, pendant ces entraînements, je vois que moi, juste par ma personnalité curieuse, je ne sais pas, je questionne. Je me dis, tiens, pourquoi avec cette personne tu réagis comme ça? Pourquoi avec celle-là t'as plutôt fait ça? Et puis même au fur et à mesure, quand je commence à les connaître, je me dis, tiens, ça m'étonne pas, là t'as agi de telle façon. Et donc c'est des remarques que je fais comme ça spontanément. Et puis je me rends compte qu'après la douche, les gens ils viennent, tu sais ce que t'as dit tout à l'heure, Sabrina, ça me fait écho parce qu'en ce moment il se passe ça dans ma vie, c'est exactement cette réaction que j'ai aussi, etc. Bon, ça devient la séance de psychothérapie, quoi. Moi-même, à ce moment-là, j'étais suivie par une coach en développement personnel, puisque je ne savais plus quoi faire de ma vie professionnellement. Et puis un jour, à une séance, là, eureka, quoi. Elle m'a dit, en fait, ton job est fantastique. Moi, je pense que j'avais toujours rêvé de faire psycho, mais que parce que le système scolaire, parce que je suis forte en langue, parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas qu'est-ce, j'ai poursuivi une autre route que j'ai adorée aussi. Mais en tout cas, là, je me dis, mais en fait, le coaching, c'est génial. Coaching plus ce que la boxe raconte, enfin ce que j'étais en train de vivre en tout cas avec ce groupe là, je me dis mais là il faut que Eureka, fusion, il y a une connexion qui se fait. Ah ouais, là j'ai vraiment vu l'ampoule au-dessus de ma tête, quoi. C'était le début d'un long parcours aussi après, mais cette Eureka était fantastique. Et bonjour à ce groupe aussi qui finalement j'ai appris il y a pas longtemps, ils sont toujours très potes tous ensemble et tout, donc je suis super contente, c'est trop cool. Et voilà, du coup je décide de passer vraiment tous mes diplômes, parce que j'avais pas encore tous les diplômes non plus, vu que j'avais une autre carrière professionnelle. Donc voilà, je passe tous les diplômes pour être entraîneur de boxe. Et je passe une certification de coach en développement personnel. Là aussi, révélation absolue, j'ai adoré cette année de formation. Enfin, je trouve ça excellent. Puis finalement, on se fait coacher soi-même. Enfin, finalement, nous aussi, à ce moment-là, on se fait coacher assez intensément. Donc je décide de changer de vie, quoi. À ce moment-là, je change de ville, je change tout, quoi. Je me dis, en fait, le pouvoir du coaching, c'est aussi de se dire, tout est possible, tout est réalisable, parce qu'on déconstruit tout. On déconstruit tout à ce moment-là. On se pose les bonnes questions pour se dire, en fait, de quoi j'ai vraiment envie. Puis finalement, c'était un peu l'objet de ma démarche en démissionnant. Et la boxe aussi, c'est ça, en fait. La boxe, c'est ça, le sentiment sur le ring, c'est se dire, je suis capable de tout, quoi. Et je me dis, mais en fait, le coaching, la boxe, c'est ça que ça peut offrir aux gens, c'est ce sentiment de se dire je suis capable de tout, je peux choisir en fait. Et donc je me dis voilà, les deux ensemble ça peut être que encore plus puissant, quoi, parce que tu le sens dans ton corps. Émotionnellement je sais que la boxe ça peut venir chambouler, le coaching aussi, et je me dis mais attends, le corps, le questionnement, tout ça fait c'est une petite bombe, quoi. Ouais, finalement c'est l'alliance entre une introspection sur ton corps, dans le sens où ton corps est un miroir de ta structure. Exactement. Et c'est hyper puissant parce qu'effectivement, tu es
on a tous notre style. Ouais. Tu vois, quand on débute, on a un style. Et finalement, je pense que quand tu tombes sur un bon coach, et là, à moi de faire une dédicace à Franck et à Aurélien, c'est que tes coachs t'amènent à aller au-delà de la technique. Exactement. Ils t'amènent à écouter l'émotion, à poser des mots quand t'as subi, à prendre le temps d'accueillir l'émotion. Pour les meilleurs coachs, ouais. Pour les meilleurs coachs, en tout cas. Et finalement, la technique, c'est presque... c'est un prérequis, c'est un outil, mais finalement, c'est pas ça qu'on va contacter. En tout cas, avec toi, on va au-delà. On va dans une analyse et une introspection. Oui, c'est même l'objet principal. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait venir avec moi pour apprendre à boxer, évidemment, il va apprendre à boxer, puisque, ok, pas de problème pour transmettre la technique, la tactique, etc. Mais c'est pas l'objet. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je refuse des personnes qui sont juste intéressées par la boxe, parce qu'elles peuvent aller dans une salle de boxe ou trouver des coachs particuliers qui font que de la boxe. Faut vraiment être dans une démarche introspective, et c'est là où je suis dans mon flow, moi aussi. Et de toute façon, au début, évidemment, j'ai accepté la boxe pour la boxe. Je l'ai fait d'ailleurs avec grand plaisir pendant longtemps, mais je sentais qu'il me manquait un truc, et au bout d'un moment, même moi, je suis pas... Je l'amenais le brain que les gens veulent, non, sauf que ceux qui le veulent pas, ça les gêne en fait. Hein. Donc je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas ce qui... Je peux le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui, eux, sont dans cette démarche et qui veulent bien l'utiliser comme un outil introspectif, quoi. En tout cas, pas aucune notion de performance dans mes séances. Il y a un terme que tu as utilisé quand on a préparé l'interview, où tu as dit le tabou émotionnel. Ou c'est peut-être pas ces termes-là, mais en gros, tu disais que dans l'ancienne école de la boxe, finalement, accueillir les émotions de ce qu'on pouvait traverser lors quand on est en opposition avec son partenaire, il n'y avait pas de place à ça. Moi, je trouve, en tout cas dans mon expérience, et c'est pas un reproche, c'est juste une question de génération, de culture, de plein de choses. C'est un fait. Et ça a été ma réalité, mais c'est peut-être pas le cas partout, j'en sais rien. Je laisse la porte ouverte aux différentes réalités. En tout cas, oui, si on fait des raccourcis, en tout cas dans les salles de boxe anglaise il y a quelques années en arrière, et je pense et j'espère que c'est en train d'évoluer et c'est cool. Oui, c'était pas un espace pour accueillir des émotions. Non. Alors on est dans un espace où, comme on le disait, la violence est autorisée, l'intention de violence est interdite, mais la violence est autorisée, même légitimée, tu vois, comme catharsique. Ouais. On est traversé par des choses hyper ambivalentes quand on subit un combat ou quand on le gagne, en tout cas qu'on sent qu'on a la maîtrise. T'as des sensations autour de la puissance, de l'impuissance qui sont hyper forts, quoi. Donc pour moi, c'est complètement contre nature de pas laisser de l'espace pour ça. Bon, et puis après, on peut se trouver plein de raisons à ça. C'est un milieu à la base très très masculin. Effectivement, nous sommes deux femmes aujourd'hui pour parler de la boxe, ce qui doit probablement et ça l'est de moins en moins là aussi, mieux, donc ouais. on peut le souligner. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas sur la Fédération Française de Boxe, il y a quand même une grande hausse de féminin, et c'est super chouette. Et d'ailleurs, je me rendais compte quand les filles ont commencé à émerger, les coachs disaient mais avec vous, faut tout vous expliquer, il fallait verbaliser plus en fait. Alors je dis pas qu'on parlait d'émotion pour autant, mais en tout cas déjà rien que dans les explications pourquoi je fais ça, les filles avaient plus besoin de comprendre. Alors je sais pas, je veux pas faire encore une fois de raccourcis ou quoi, mais bon, en tout cas c'était ce qui s'entendait. Et peut-être que c'est lié à ça aussi, les hommes et leur rapport aux émotions, quoi. Enfin, c'était pas un endroit où on allait exprimer ses émotions, peut-être déjà parce qu'on était entre mecs, quoi. Ouais. Ça me donne envie de faire une invitation pour celles et ceux qui nous écoutent dans leur pratique du sport. Alors, avec la boxe, c'est particulier au niveau des émotions, mais peut-être l'invitation, ce serait d'observer vos émotions quand vous allez faire du sport. Finalement, qu'est-ce que ça vient activer chez vous, réveiller chez vous. C'est peut-être un premier pas pour voir comment finalement un sport peut révéler vos émotions et votre fonctionnement. Et oui, est-ce que j'allais dire au-delà des émotions, les modes de fonctionnement, parce que depuis que cette méthode existe et dont moi je suis un peu matrixée, et mon entourage aussi un petit peu, te dire aujourd'hui dans mon entourage proche on parle de brain tout, tu vois. Genre, mais là tu viens de me faire un brain photo, un brain machin, un brain truc. Donc pour dire que c'est possible dans tout. Alors oui, la boxe pour moi c'est un peu particulier parce qu'on parle d'intégrité physique, etc. Donc il y a un rapport au corps
où je pense que tout est plus intensifié et plus du coup spontané. Instinctif, c'était on le mot vient que je tout de cherchais. suite toucher ton Exactement. intégrité physique. C'est l'instinctif, et du coup, et on en parlait tout à l'heure avant que le micro soit allumé, il y a quelque chose où on peut pas mentir. Que quand on est dans 100% la verbalisation, et c'est super important aussi, et d'ailleurs il y a un bel espace de verbalisation dans Brainboxing aussi, on peut toujours prendre des détours. On peut fourber. On peut fourber, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et c'était On peut exactement fourber avec ça. soi, et on peut fourber avec l'autre. Dans le corps, et en plus dans une pratique assez instinctive, quand on la maîtrise pas, en tout cas au début, là on peut plus trop mentir. Là il y a moins de dissonance en fait. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques exemples de gestes ou de manières de faire dans la boxe où tu te dis, tiens, ça, potentiellement, il fonctionne comme ça? C'est ce qui se passe dans ma séance pilote. Déjà, rien que je prends un temps fou à parler de la posture de base, donc la garde. Genre, on se met en mouvement, mais peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant le début de l'atelier, quoi. Parce que vraiment, tout est décortiqué. Par exemple, je vais vous demander de vous mettre en garde de façon instinctive, sans vous dire comment c'est. Et puis, je demandais à quoi ça sert. Puis, à ceux qui vont me dire, ça sert à me protéger, ok, c'est ça. Puis, à d'autres, ça sert à me défendre. Ça me sert à préparer mon attaque. Déjà, ton intention, ouais, elle vient c'est dire pas la quelque même chose. posture. Exactement. Dans les déplacements, tu vois aussi si ils ont une intention ou pas, les déplacements. Ou si c'est de l'énergie un peu éparpillée partout. Est-ce que tu es plus à l'aise en attaque ou en défense? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi tu te sens plus à l'aise ou plus en zone de confort en attaquant ou en défendant? Ta position sur le ring aussi, il y a des gens qui se mettent tout seuls dans les coins sans que l'adversaire les y amène. Tu veux dire qu'ils viennent se coincer tout seuls? Ils viennent se coincer tout seuls. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est très beau. Ouais, dans les petits déclics comme ça, se coincer tout seul, ça marche bien. Aller au bout du mouvement, ça marche bien. Ça fait quelques déclics. La meilleure défense est l'attaque. Voilà, il y a des petites... après, il y a le regard, il y a plein de trucs qui jouent, la stabilité, l'ancrage. Alors ça, c'est un des b.a.-ba, c'est ce qu'on voit dès le début. Voilà, tout est analysé. En tout cas, tout est questionné. Et finalement, c'est ce qui fait écho à la personne, qui est un sujet. Peut-être que je vais dire, tu vas pas au bout du mouvement. Est-ce que tu penses que tu vas au bout du mouvement? Il y en a qui vont me dire... je me souviens encore une autre Marie qui m'a dit... Qui m'a regardé comme ça, ahurie. Ça, c'est l'histoire de ma vie, je vais jamais au bout des choses. Pourtant, ça paraît anodin. Mais oui, mais je veux dire, ça se trouve, la veille, on en avait parlé entre amis, en buvant un verre, que je vais pas au bout du mouvement. Ouais, c'est vrai, je vais pas au bout des trucs que je fais. Donc, il y a rien, encore une fois, on enfonce des portes ouvertes. Mais comme c'est vécu dans le corps, en tout cas, c'est l'impression que ça me fait maintenant avec quelques années de recul et d'expérience, c'est que t'as beau avoir dit la même phrase hier en buvant un verre avec ta copine, vu que là, tu l'as vécu dans ton corps, ça devient une vérité absolue, un truc duquel tu peux plus mettre sous le tapis. Quoi. C'est une vérité qui en tout cas une analyse qui était dans le mental, donc très, moi je vois ça très aérien le mental, tu vois, ça blablate quoi dans le mental. Et cette analyse, elle devient vérité dans le corps en termes de sensation. C'est concret, c'est palpable. C'est palpable dans le corps. Moi, c'est vraiment la sensation que ça me fait quand j'ai des déclics. Et comme je débute, j'en ai beaucoup. Tu vois, nous par exemple, on a travaillé sur le regard. Moi, j'ai énormément de mal à regarder mon adversaire et je le quitte régulièrement des yeux. Et donc, mon coach me fait part de ça et je lui dis, mais attends, mais en fait, moi, je regarde jamais les gens dans les yeux, quoi. C'est un truc, très difficile. C'est très brainboxing, ça. C'est très brainboxing. La brainboxing est partout. Mais, tu vois, sur le regard. Et donc, on s'est dit, avec mon coach, qu'on allait finalement travailler sur le regard pendant les entraînements et que moi, de mon côté, dans ma vie, j'allais essayer de regarder davantage les gens dans les yeux. Mais t'imagines même pas ce qui se passe dans ces cas-là, parce que tu changes une structure et une habitude et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Super exemple. C'est sur les yeux. Ah, les yeux, c'est super. Donc Super ne vous étonnez pas si je vous fixe de façon un peu plus intense. Je travaille sur le regard. Et après, j'aurais plein de questions à poser là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui a été facile ou difficile dans le fait de poser un regard? Qu'est-ce que... tu vois, je veux dire, là, tout... Et c'est ce qui se passe dans brainboxing, dans l'espace de verbalisation, c'est que, hop, déclic, mise en situation box, défi dans la vie, c'est exactement ça, tu vois, ton exemple est parfait. Super.
Et après, échange et questionnement sur ce que ça peut représenter, en quoi c'était facile, en quoi c'était difficile, en quoi ça peut t'aider, etc., etc. C'est super. Ouais, c'est super. C'est comment... c'est la partie coaching. Et c'est la partie coaching qui débute. Qui débute. Avant, je baissais les yeux, fuyante. Je jetais des coups d'œil, quoi, furtifs. Puis, j'ai décidé de lever la tête et de me tenir droite. Ce jour-là, je t'ai regardé dans les yeux. Tu es arrivé dans mon bureau, les bras grands ouverts vers la vie, et tu m'as fait rire. J'ai eu ce regard malgré moi, celui qui va au-delà des mots. Un éclat de tendresse. J'ai tenu, j'ai maintenu. Dans ma chair, j'ai senti monter l'intensité. Et je ne veux plus passer à côté de l'intensité. Être vivante, entière, sincère. J'ai plongé dans l'océan tropical de tes yeux. J'ai trouvé une passerelle vers ton monde, une porte ouverte, un voyage, un instant. J'ai vu la beauté. J'ai été submergée, c'était trop d'un coup. Alors j'ai souri en baissant les yeux et mon cœur s'est remis à battre. Quel est ton public ? J'ai vu qu'il y avait, t'avais un public très diversifié. On verra après, j'ai une autre question sur pourquoi c'est si diversifié. On va y aller tranquillement. Hein. Ceux qui connaissent les dispersés, diversifiés, savent déjà de ce dont on va parler. Mais j'ai vu que tu pouvais intervenir avec des autistes, des enfants, des adultes et en entreprise. Ouais. Tu peux peut-être dire qu'est-ce qui te plaît dans chacun de ces publics-là ? Bien sûr. Sur le public des particuliers, du coup, de ces séances-là de coaching, bon, des femmes, que des femmes. J'ai un garçon. Que des femmes, donc ça, c'est pareil, je laisse la porte ouverte à ce pourquoi ce ne sont que des femmes. Mais je pense Messieurs, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais bon, force est de constater que le positionnement sur le coaching, l'introspection, le travail de la confiance et de l'affirmation de soi parle quand même majoritairement aux femmes. Donc là aussi, on pourrait ouvrir un débat sociétal, mais en tout cas, oui, cette fusion, ce concept-là attire beaucoup de femmes, donc je dirais de jeunes adultes à 50 ans, des femmes en recherche d'affirmation de soi. Donc on parle beaucoup de fixer ses limites, d'oser dire non, de s'affirmer quoi. Ça c'est globalement c'est ça. Après j'ai pas mal d'enfants neuroatypiques en effet, que je dis la vérité, je n'ai pas cherché à... Voilà, j'ai envie de dire qu'ils sont venus à moi sans que je les cherché. Quand tu dis neuroatypique, parce que c'est extrêmement large, c'est quoi ? C'est du TDAH ? C'est de l'Asperger ? C'est du TDAH et de l'autisme. Donc de Asperger... Pas Asperger. Non, d'autisme. Quel genre d'autisme ? Qu'on puisse juste représenter les profils ? Je saurais pas te dire quel genre d'autisme. En tout cas, pas Asperger. Ils ont des difficultés relationnelles Ouais, relationnelles, psychomotrices, une forme de trouble d'apprentissage. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça leur apporte Alors ça c'est des fois difficile à percevoir, mais bon on en parle un peu avec les parents parce que c'est pas... Tu débriefes pas avec eux ? Avec l'enfant ? Ah si, mais là en tout cas je pense à ma petite Lucie que j'adore. Je peux débriefer avec elle, mais c'est pas... C'est avec les parents que tu vas évoquer les résultats. Exactement. Les transformations. Les transformations, c'est avec les parents que je vais les avoir, parce que du coup qui dit autisme dit aussi elle va me répondre ce qui socialement lui paraît intéressant. Enfin, à me répondre. Donc, elle est déjà en compensation quand elle te répond ? Je pense dans certains trucs. Ok. Ah, c'est intéressant. Elle est déjà en suradaptation, quoi. Je pense dans certains trucs, même si je pense qu'elle est carrément elle-même avec moi et qu'on s'amuse beaucoup. Et je vous le dis, je l'avoue, désolée pour les autres, mais c'est vraiment mon accompagnement préféré. On a une chouchoute. On a une chouchoute. Après, ce que ça leur apporte, justement, c'est intéressant parce qu'au début de l'accompagnement, ça fait un peu plus d'1 an, je pense, que je travaille avec elle.
je voyais pas trop les progrès. Enfin, pour moi, j'étais hyper frustrée. Bon, et puis j'étais déjà intéressée sur les troubles, donc voilà, j'avais une petite connaissance de l'autisme, mais quand même, sur chaque personne, c'est très différent. Bien sûr, chacun voilà. son rythme et c'est tellement divers. C'est hyper, c'est hyper différent d'une personne à l'autre, mais du coup, j'étais un peu frustrée, mais est-ce que je lui apporte vraiment quelque chose? Et en fait, si, déjà au niveau psychomoteur, elle a évolué, il y a plein de postures qu'elle tenait pas, qu'elle tient. Au début, on faisait des séances de 20 minutes, elle était pas capable de se concentrer ou de faire un effort plus longtemps que ça. Maintenant, on fait 1 heure. Donc oui, en termes de concentration, de mouvement, de relationnel aussi, parce que c'est un vrai moment que j'ai où j'échange avec elle. Ouais, il y a des progrès, quoi, selon la maman. Donc, ouais, finalement, c'est de la conscience de soi et peut-être de son corps. De son corps. Ouais. Et peut-être une ouverture vers l'autre, du coup. Une ouverture vers l'autre, qui est analysée aussi, hein, parce que là j'ai la chance avec Lucie, en tout cas il n'y a pas de violence, il y a plus essayer de trouver une gestion de l'espace, de l'intensité, etc. Et plutôt on va chercher à faire des efforts parce qu'elle aurait tendance à ne pas en faire, mais donc voilà, ça va dépendre de tout un chacun, de trouble ou pas d'ailleurs. Oui. C'est un espace où elle peut... où j'ai l'impression où elle peut vraiment être elle, quoi, et des fois on parle de liberté, et puis j'utilise toutes ces lubies en fait comme biais pour jouer en fait. Tout est en fait là dans cet accompagnement, c'est ok, ça c'était sujet du moment, on les prend, on en fait un jeu et là c'est parti, et puis du coup il y a du mouvement, il y a de l'effort, il y a de la concentration, il y a du relationnel, voilà. Du jeu, donc il y a toujours le cerveau, le gumbox et le cœur. Ouais, non mais du jeu dans de la liberté, c'est du jeu avec de la liberté, c'est magnifique parce que finalement l'apprentissage il se fait par le jeu et par beaucoup d'élan. Tu t'apprends quelque chose quand tu as envie de le faire. Exact. Donc c'est hyper pédagogique. Et de la créativité, parce que je pense qu'elle est très créative et du coup on co-construit les exercices ensemble. Du coup ça invite aussi à la prise d'initiative, mais le respect des règles aussi. Moi évidemment j'utilise la routine, on a une petite routine d'exercices, des rituels, parce que c'est... Mais malgré, au début on est resté peut-être 6 ou 8 mois avec des rituels et des routines bien spécifiques, parce que le changement chez une personne qui souffre d'autisme c'est compliqué, et maintenant c'est elle la première qui dit tiens, est-ce qu'on n'inventerait pas un nouvel exercice? Et ça déjà c'est une victoire aussi, je pense. Super. Ouais. Ah, c'est magnifique. Là, ça me touche d'entendre ça sur l'autisme, parce que c'est un sujet qui me touche. Pam, 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 pam. Tu interviens également en entreprise. Oui. J'avais envie d'avoir quelques exemples. Déjà, pourquoi ça faisait sens pour toi d'intervenir en entreprise? Et quelques exemples peut-être de thématiques que tu peux apporter grâce à la boxe. Ok. Pourquoi ça faisait sens en entreprise? Parce que je pense que quand j'ai exploré, donc au début je fais vraiment que les particuliers, parce que moi-même en fait et toujours en fait, hein, je veux dire la méthode se construit au fur et à mesure, et je la change un peu tout le temps et je l'adapte, et enfin voilà, c'est un truc qui est en mouvement permanent. Mais quand j'ai identifié 2-3 fondamentaux de ce qui fonctionnait aussi dans cette approche, je me suis dit, je repensais aussi peut-être à mes expériences passées en entreprise, et je me suis dit mais ouais, ça aurait été excellent. Je revoyais en fait mes collègues et tout, et je me dis mais en fait ça serait excellent de leur faire ça, parce que peut-être qu'ils comprendraient aussi les mécanismes de chacun, et ça permettrait de façon un peu fun de venir poser sur la table les vrais axes d'amélioration, disons. Ouais, les tabous ouais. si chers à l'entreprise, quoi. Et tout ça dans un petit moment sportif rigolo, quoi. Et je sais plus par où j'ai démarré, etc. Mais en tout cas, là, je pense un de mes contrats préférés de l'année en entreprise. J'ai été contactée une fois sur LinkedIn par 2 coachs en développement personnel aussi, un couple que j'adore aussi et que je retrouve bientôt, et je suis trop contente. Ingela et Christophe, je ne fais que des dédicaces. Des dédicaces. Bah oui, mais parce qu'on n'est rien tout seul, en vérité, c'est tout ça. Et des fois, c'est dur d'être tout seul quand on est solopreneur, mais en fait, on n'est pas tout seul. Enfin, oui. Voilà. Donc, à ces quelques personnes qui m'ont grave soutenue et qui m'ont aidée, j'ai envie de pouvoir le partager aussi. Et juste, j'en profite pour faire une invitation. Peut-être prenez le temps, là, vous qui nous écoutez, de faire le point sur tous les gens qui vous portent. Pas ceux que vous supportez, pas ceux qui vous saoulent, c'est un post que j'ai vu ce matin sur ton profil, mais ceux qui vous portent, ceux qui vous soulagent, ceux qui vous donnent de la niaque, du boost. Vraiment, on n'est pas seul quand on monte sa boîte. On a un réseau autour de soi, et peut-être
faites l'état des lieux et peut-être dites-leur, ce serait l'étape d'après, dites-leur, en fait je suis trop content que tu fasses partie de mon entourage pro, quoi, ou perso d'ailleurs. C'est la prochaine invitation de l'épisode. Excellent. J'adore. Non mais c'est Excellent. vrai, parce qu'on souvent, tu vois, l'entrepreneuriat c'est décrit comme quelque chose de très solitaire, mais je crois que c'est vraiment une illusion. Alors c'est évidemment solitaire dans la prise de décision, dans parfois le fait de faire tout seul, parce qu'on n'a pas les moyens de déléguer dans un premier temps. Et on en parlait sur toi, ton changement d'échelle, c'est que t'es à cette étape-là où t'es toute seule et ça va, mais ce changement d'échelle-là n'est pas si simple en termes de... Ouais, c'est un changement c'est un changement de grandeur, quoi, de dimension. Mais on n'est pas seul, on a toujours un collaborateur sur qui on peut s'appuyer, j'en suis certaine. Et donc tu as ce duo. Ce duo, voilà, qui fait appel à moi, puisque il voit sur LinkedIn que je suis aussi coach, et ils cherchent pour un client à eux, en entreprise, quelqu'un qui le ferait à travers la box, en fait, du coaching à travers la box, parce qu'il s'avère que ça existe, c'est une entreprise, c'est un groupe international, je pense, ou en tout cas dans un autre pays, il y a un programme de coaching qui existe où la box est intégrée dedans l'entreprise, et ça marche très bien depuis des années, et puis chercher ce pendant, enfin cette personne en France. En France. Et du coup, vu que sur mon profil c'était bien écrit coach de boxe et coach en développement personnel, donc ils sont venus tester l'expérience et tout, et ça fait 2-3 ans là qu'on bosse ensemble, donc en entreprise. Et je prends cet exemple là parce que je trouve que c'est plus... Après voilà, j'interviens dans des écoles, j'interviens dans des entreprises ponctuellement sur des team building, etc. Mais c'est vrai que sur cette approche là, cette expérience, je l'aime bien parce que voilà, on est plusieurs en fait. Et Brainboxing n'arrive pas à plic-ploc, c'est-à-dire qu'ils sont préparés quand même, ils ont déjà du coaching en amont, etc. Ils ont commencé à travailler sur eux, à réfléchir, et pas on arrive à un moment opportun avec cet atelier, ils en ont d'autres. Et je trouve ça intéressant du coup de prendre cet exemple-là pour dire que ça peut faire bouger des choses, parce que en effet, eux, après ça, enfin après l'année de coaching, je sais pas combien de temps ça dure au total leur programme, il y a vraiment des changements de poste, il y a des choses qui se passent. Il y a une restructuration, de la vie de l'entreprise. Exactement. Qui s'est fait au regard de ce coaching. Exactement. Et voilà, et sur les thématiques abordées, en tout cas sur les... c'est beaucoup la communication, c'est celle que je fais le plus. La posture de communication. La posture de communication. Et le comportement qu'on peut avoir pour communiquer. Exactement. Et du coup, ça dit long sur les dynamiques relationnelles. Il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de comment elles communiquent et des difficultés que ça peut être pour l'interlocuteur. Et ça dans la boxe, comment tu aurais un exemple pour... Ouais, j'ai un exemple. Dans cette structure, par exemple, une fois, j'ai adoré parce que je trouve ça très très drôle. Ça donne un exemple. Donc, en plus, tout le monde boxe avec tout le monde. Donc, c'est vrai qu'aussi, on voit aussi, on analyse l'adaptation. C'est ce que j'allais te demander. Ce qui se passe devant, évidemment. Parce que si tu boxes avec ton N+2, je sais pas comment... Là, c'est pas le cas pour le coup. C'est pas entre hiérarchies. C'est pas entre hiérarchies. Ah, entre hiérarchies, ça doit être super intéressant, quoi. Mais je l'ai déjà eu fait. Et pas de... On ressent, bien sûr, les... T'arrives à lire les relations hiérarchiques, ouais, un petit peu. Dans la boxe, enfin, sans savoir. Tu peux le sentir. Ah, j'adore. Comment un tu ressens peu. Ah bah attends, dis-moi comment tu ressens. Je sais pas t'expliquer. Il peut y avoir quelque chose de plus appliqué, ou de plus énervé, ou de plus... Mais cela étant dit, hiérarchie ou pas hiérarchie, la vérité c'est que de l'énergie d'une personne à une autre, de toute façon tu t'adaptes et tu changes ta façon de boxer un petit peu. Alors bien sûr, il y a des trucs qui restent toujours, parce que c'est ce que t'es, et c'est justement ça qui est intéressant. Et il y a comment tu fais différemment selon la personne que t'as en face. Et ce que ça te fait aussi. Tiens, pourquoi j'ai fait différemment avec cette personne ? Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi en fait ? Pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Ou pas ? Parce qu'au début, je pense qu'on choisit pas du tout. Mais oui, au début, quand on débute, on n'a pas conscience de sa stratégie. On est presque en mode survie. Exact. En tout cas, moi, c'est ce que je traverse encore pour le moment, après 6 mois de pratique. Mais oui, tu réagis différemment face à ton interlocuteur, et c'est ça qui est beau. Et c'est normal, Oui. Et dans la vie comme sur le ring, encore heureux, j'ai envie de dire. Exactement. En tout cas, donc, pour reprendre l'exemple là, il y a un jeune homme qui boxe avec une personne et qui... Et donc après, quand on débrief, parce qu'entre chaque exercice, du coup, je viens questionner un petit peu ce qui s'est passé, et puis je dis qu'est-ce que tu as ressenti là sur ce round ? Et puis en fait, là, j'ai eu l'impression qu'elle n'a pas voulu jouer avec moi, moi je jouais avec elle, et puis elle j'étais un peu frustrée parce que elle venait pas jouer avec moi, quoi.
Donc là, on donne la parole à la personne en face, ça fait moi je veux bien, mais t'arrives et tu donnes plein de coups et après tu recules, et moi je peux pas, tu vois, je suis submergée. Bon bref, on questionne et en fait le gars il fait en fait je suis comme ça au bureau aussi, j'y vais, je balance plein d'infos puis je m'en vais. Puis je laisse les gens comme ça en fait. Ah merde. Et c'est un manager ? Et non, c'était pas des managers. Ok. Mais bon, dans la collaboration, c'est vrai pour tout le monde. Et donc oui, il s'est rendu compte que finalement ça reflétait aussi sa façon de communiquer, de donner moult informations et puis partir quoi. Ok, génial. Et il a vu grâce à la frustration de la personne en face qui disait en fait moi je veux bien mais là je peux pas en fait. Ouais, ce que je trouve super intéressant dans la pratique, c'est que autant échanger avec quelqu'un sur sa manière de fonctionner, ça peut être pris de façon extrêmement brutale, parce qu'on va le prendre personnellement, tu vois, dans sa chair, quoi. On va le prendre comme une critique. Là où dans la boxe, on décrypte un jeu, enfin, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile de décrire ce qui s'est passé dans la boxe plutôt que de le dire dans la vraie vie, entre guillemets, tu vois. Vrai. C'est un filtre, en fait, qui fait tomber l'ego et le personnel. Voilà, ouais. Merci. Ouais. Ça dédramatise, quoi. Ouais. C'est super intéressant. Et il y a aussi un atelier que tu as mené où ça favorisait l'intégration avec l'IDRAC. Oui, ouais. Je mettrai les références dans la barre d'infos, mais ça m'intéressait de savoir comment on pouvait favoriser l'intégration à travers la boxe. Bon, déjà par le simple fait que... faudrait savoir si ça fonctionne et je ne sais même pas. Faudrait que j'ai des retours. On va voir s'ils sont encore soudés dans cette promotion. Hein, on prend des nouvelles, les gars. Mais déjà, on partage un moment tous ensemble. Et on partage un moment... Je veux dire, juste l'atelier en soi fait le taf, selon moi. Puisque là, tout le monde va boxer avec tout le monde. Et on est tous au même niveau. Parce qu'on est tous avec des gants box, avec son intégrité physique, avec ses émotions, avec son manque de confiance ou son excès de confiance, enfin j'en sais rien. En tout cas, finalement, on fait une activité tous ensemble et on est tous ensemble. Et en fait, on apprend à se connaître. Pourquoi favoriser l'intégration ? J'ai déjà fait un atelier justement dans ce genre d'école de rentrée aussi. Même de pré-rentrée, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait dans le même groupe à l'IEFT. Les gens qui s'étaient inscrits pour revenir l'année prochaine, des petits jeunes qui n'ont même pas encore commencé l'école. Je me dis, le groupe qui a fait Boxing, si ils finalisent leur inscription, qu'ils sont vraiment dans la même promo à la rentrée, ils ont déjà créé un lien incroyable. Génial. Parce qu'ils ont appris à se connaître. Ok. Vraiment. Enfin, différemment. D'une autre manière. Ouais. Et pareil, d'une manière où je pense qu'à 18, 19, 20 ans, faire des connaissances en posant des petites questions basiques, on s'ennuie, quoi. Ouais. On s'ennuie. Enfin, on s'emmerde même. Et je fais un aller-retour sur la tranche d'âge, mais est-ce que tu as déjà accompagné des enfants de 7-8 ans, tu vois, primaire ? Primaire, oui. C'est un peu plus difficile. J'ai eu testé il y a quelques années, quand je démarrais juste le coaching et que de boxe même au début, les tout petits, la baby box. Ouais. J'adorais. Bon, là, on est vraiment sur les sens, sur du hyper ludique, hyper court, hyper... créatif et tout, donc c'était chouette. J'ai beaucoup, à partir de 10... Enfin, là, les enfants que j'accompagne, c'est plutôt des pré-ados. Hein. D'accord. On va dire 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas les mêmes choses. Il n'y a pas les mêmes choses. Les mêmes enjeux dans les interactions, dans le regard qu'on a sur soi. Tu vois, le primaire, t'es pas encore trop là-dessus. Non. CP, CE1, CE2, t'es pas trop encore là-dessus. Non, et là, pour le coup, comme si j'ai des enfants plus... Donc ça m'est arrivé, genre 6 ans, 7 ans. Il y a un peu moins de brain, évidemment, ça reste des enfants. Faut Bien pas, sûr. Puis même les pré-ados, d'ailleurs. Hein. On prend des détours pour les questionner sur qui ils sont. On va pas poser des questions hyper frontales tout le temps. Enfin, ça dépend un peu de la maturité de l'ado en face et de sa démarche. Sur les enfants, là, on est plus sur de la boxe. Ce qu'il y a de différent... c'est que pareil, leurs émotions, s'ils ont besoin de parler un moment parce qu'ils vivent un truc, ils peuvent le faire. Que peut-être que si c'était en collectif dans une salle de boxe, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, c'est un espace de boxe. Il y a peut-être moins la partie brain, mais il y a la partie c'est ton espace à toi. Et même des fois, si tu veux, on s'arrête, on dessine. Si t'as plus envie, on fait un autre jeu. Mais c'est 1 heure où t'existes et t'as le droit de taper, quoi. Ouais, ce qui est pas du tout accepté à l'école, quoi. Enfin, tu vois, en société, de taper, c'est pas accepté. Encore une fois, je trouve que cet espace autour d'exprimer une énergie qu'on pourrait qualifier de violente, mais tu vois, c'est déjà connoté pour moi de dire que c'est violent. Tu vois, mes enfants, j'en ai 3, quand ils ont de la colère qui monte, on fait le coussin de la colère. On appelle ça le coussin de la colère. Ouais, je vois. C'est discutable ou pas en termes de pédagogie, mais
je me souviens que mon grand, qui a un TDAH, parfois il pouvait tabasser le coussin pendant 30 minutes, quoi. Et en fait, ça devenait un jeu où il commençait à mettre la tête, puis tu vois, il y a une espèce de chorégraphie dans les coups qui se mettait en place, et ça lui permettait de décharger quelque chose qui était pas pertinent de lui faire exprimer, tu vois. Parfois, toute analyse, moi je pense que c'est trop. Exact. Et juste cet espace-là, et c'est ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est qu'on a du jeu, de la créa, et aussi un espace pour décharger, quoi, tout simplement. Ouais, et un peu en liberté. Enfin, je pense que tu vois, quand moi-même, je me suis en train de m'entendre là, et je me dis qu'il y a une grosse valeur liberté aussi dans ces séances-là. Et c'est un peu ce que j'évoque d'ailleurs aux parents quand ils viennent avec leurs enfants. Je leur dis vraiment, sachez en tout cas qu'en fait, c'est 1 heure qui lui appartient. Autrement dit, peut-être des fois, il va boxer pendant 1 heure, peut-être des fois, il va parler pendant 1 heure. Et peut-être des fois, ça va être 1 demi-heure de chaque. Et en fait, vous lui offrez cette possibilité d'expression, qu'elle soit physique ou verbale, enfin, slash et ou quoi, tu vois. Et avec les ados, parfois, je sais pas, ils arrivent avec une énergie où ils veulent boxer, et puis il y a des fois, ils ont besoin de parler, et puis des fois, c'est les deux. Et en fait, la boxe est un prétexte, quoi. Et à cette liberté d'exister, en fait, surtout que là, on parle d'enfants qui sont peut-être qui se sentent un peu différents, et là, en fait, je crois qu'ils peuvent être eux-mêmes, et c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, c'est un espace super fort pour eux. Après, je sais pas s'ils ont conscience de ça, je veux dire, il faut leur demander, mais c'est vrai que chez un enfant, c'est difficile de conscientiser tout ça, et puis comme tu le dis, il faut peut-être pas tout mentaliser, surtout chez eux, tranquille, quoi. Mais voilà. J'ai peut-être divagué. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la fin de cette première partie d'épisode. J'espère qu'elle vous a inspiré. Dans la seconde partie, nous aborderons le TDAH et l'entrepreneuriat, l'intention sur le ring comme dans la vie et la souveraineté. D'ici là, prenez soin de vous.